matin et bienvenue sur une nouvelle vidéo un peu différent. Aujourd'hui, je vous parle de lecture. Donc, j'ai décidé de faire un nouveau format. Normalement, ça va être plutôt de type vlog, donc je vais filmer des petites sections à chaque lecture pour vous informer finalement de mes lectures terminées, de mes achats et de mes recommandations, mes coups de cœur. Donc, vraiment centré sur la lecture. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être un podcast un petit peu plus long, vraiment de type podcast régulier, un peu comme en tricot, mais sur la lecture. Parce que j'ai beaucoup de lectures à vous parler et c'est ça, j'ai vraiment eu beaucoup de lectures en fait dans le mois de juillet. Là, on est présentement le 4-5 août peut-être. Et je vais vous parler finalement de toutes les lectures que j'ai faites depuis un petit peu avant mes vacances, donc depuis 3 semaines. Et puis, à l'avenir, ça va plutôt être de type vlog, donc je vais vraiment filmer des petites portions qui vont se regrouper, mais pour aujourd'hui, c'est un long podcast. Donc, mon nom est Vanessa, j'habite dans la ville de Québec. Vous me suivez probablement pour mes podcasts tricot si vous êtes sur cette chaîne. Autrement, si vous êtes nouveau, donc je filme normalement des podcasts tricot, je suis designer tricot, mais je vais aussi sortir comme cette vidéo quelques petites vidéos plutôt de type lecture. Donc je vais peut-être sortir des vidéos du genre PAL, donc pile à lire. Je vais peut-être faire aussi des read-along, donc suivez-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, prenez-vous un petit breuvage chaud. Donc, j'ai un petit thé, un petit oolong avec vous ce matin. Je viens tout juste de me réveiller. Donc, je me suis pimpée un petit peu et je viens vous voir. On commence ça. Je vais commencer par vous parler d'un livre que je n'ai pas avec moi physiquement parce que j'ai fait une échange lecture. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent avec des amis, collègues de travail, etc. Donc, on s'échange des livres, des coups de cœur, de lectures qu'on a eues, puis ça permet de faire moins d'achats de livres. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça aussi, là. Je fais quand même, oui, beaucoup d'achats de livres, ben, beaucoup. J'achète des livres quand même assez régulièrement, peut-être une fois ou 3 mois et tout ça, je fais une commande. Mais je lis beaucoup de livres aussi de la bibliothèque. Et je fais aussi beaucoup de trouvailles en ressourcerie, donc dans des thrift shops, pour avoir des livres seconde main, parce que souvent, ben, un peu comme les vêtements, c'est quelque chose qui est très facile à trouver en boutique seconde main. Donc c'est sûr qu'il faut y aller plus souvent et on ne trouve pas nécessairement toujours ce qu'on cherche, mais des fois on trouve des petites pépites. Le premier livre, c'est donc un livre que je n'ai plus en main, qui s'appelle La boutique des objets abandonnés. Attendez une seconde. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge en passant, fait que c'est pour ça que moi aussi, ça me prend une version vlog pour mes lectures, parce que c'est sûr, je vais jamais me souvenir de tous les détails. Là. Je retiens en fait le feeling d'un livre, l'ambiance, comment je me suis sentie à la lecture, mais je retiens pas nécessairement tous les détails d'une lecture. On est mardi matin, donc ça se peut qu'il y ait un petit peu de... J'ai pas du gros trafic dans ma rue, là, parce que j'habite dans une rue en U, là. En fait, si t'as pas d'affaires dans ma rue, tu passes pas dans ma rue, mais il y a quand même un petit peu de trafic des fois. Donc ça se peut que vous entendiez des voitures. Donc voilà, La boutique des objets abandonnés de Marianne Cronin, je crois. Donc c'est vraiment une traduction, un livre traduit. Je pense qu'elle doit habiter au UK. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est anglaise. Donc, c'est une merveilleuse petite pépite de lecture que j'ai d'ailleurs prêtée à ma collègue pour ses vacances. Et c'est juste du bon à vous dire sur cette petite lecture. C'est très léger, très léger. On suit en fait Eddie Winston, un petit monsieur de 90 ans qui n'a jamais embrassé, n'a jamais été en amour. Ben, on va lire dans l'histoire que peut-être, mais n'a jamais embrassé, n'a jamais poursuivi finalement jusqu'au bout son amour. Et on suit aussi l'histoire de Bella, qui elle vient de perdre son amour. Et elle, c'est plutôt une jeune femme.
et qui, justement, a perdu son copain. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Parce que le petit monsieur, Eddie, travaille dans une boutique d'objets abandonnés. Donc, en fait, c'est une petite boutique, un peu comme une ressourcerie d'ailleurs, où les gens qui ont perdu quelqu'un viennent porter, en fait, des objets de la personne défunte. Donc, par exemple, sa collection de livres ou peu importe. Et cette boutique-là vend finalement comme une ressourcerie ou un thrift shop ces objets là, usagés de personnes défuntes. Sauf que le petit Eddie, souvent, recueille, on pourrait dire, donc prend de la boutique certains objets très très personnels et en fait sa petite bibliothèque chez lui, en fait, et récupère certains objets très personnels qui pensent que les personnes qui sont venues porter les objets quand ils étaient endeuillés vont vouloir avoir éventuellement. Donc, c'est vraiment très mignon. Donc, par exemple, dans l'histoire, Bella va porter les objets et parmi les objets se retrouve une paire de souliers de son défunt conjoint, copain. Et c'est pas quelque chose qui peut se revendre nécessairement à la ressourcerie, donc c'est souvent des objets qui auraient été jetés de toute façon, mais que le petit Eddie prend et garde dans sa petite bibliothèque pour éventuellement, si la personne revient, il se dit « Avez-vous conservé ce petit objet? » Donc, c'est vraiment mignon. Et puis, on suit finalement l'histoire de Eddie dans le présent qui s'en va à la recherche de l'amour, accompagné de Bella, sa nouvelle amie acolyte endeuillée. Et on suit également l'histoire de son amour d'enfance, de jeune adulte, pas nécessairement, c'est juste que 90 ans, fait qu'on dirait que c'est loin dans le passé, mais de jeune adulte, donc quand il était à l'université. Et on suit, elle, sa vie finalement, de son premier amour. Donc on a comme des bouts de son amour dans le passé et de lui dans le présent. Et je vous dis pas comment ça finit. Mais voilà, je vous recommande vraiment cette petite lecture si vous avez envie de quelque chose de bombe sur le cœur. C'est très très léger, c'est bien écrit, c'est pas non plus, on tombe pas dans le quétaine de la chose, on tombe pas dans le surfait là, c'est vraiment très mignon. D'ailleurs, je l'ai prêté à ma collègue et elle m'a dit qu'elle a adoré aussi la lecture. Et d'ailleurs, pour l'échange de lecture, donc elle m'a prêté son livre de Mariana Mazza, Montréal-Nord, donc que j'ai lu en vacances. Donc ça c'est un petit roman, donc d'une centaine de pages, 200 pages. Ça se lit vraiment tout seul en fait, ce genre de petit livre. Je l'ai lu en vacances un avant-midi de temps. Je sais pas comment vous décrire ce livre, c'est vraiment très bien formulé, c'est bien ficelé, c'est un peu drôle. C'est sûr que Mariana Mazza est un peu humoriste au Québec, si vous ne la connaissez pas. Et en fait, elle vient, ça raconte un peu son enfance, sa relation avec sa mère. On voit plusieurs épisodes d'elle dans son enfance et tout, comment qu'elle a géré certaines situations, comment qu'elle s'est fait élever aussi un peu, parce qu'elle est fille d'immigrantes, ben elle est elle-même immigrée en fait. Puis ils viennent de où déjà? Est-ce qu'ils viennent de la Colombie ou du... Je sais que sa mère, elle est du Venezuela. Il faudrait que je retrouve, je me souviens plus du tout. Mais sa mère, elle est libanaise, si je ne me trompe pas. Puis elle est née là-bas, elle est retournée aussi là-bas. Mais elle avait de la famille, je pense, c'est en Venezuela. Ouais, c'est ça, exact. Donc elle est... C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs pays, là. Juste comme son père, je pense qu'il vient de l'Uruguay, mais il est allé au Venezuela. Elle est née au Liban, puis elle s'est retrouvée aussi au Venezuela, puis c'est là qu'elle a rencontré son père. Fait que là, Mariana Mazza, techniquement, elle serait comme libanaise, vénézuélaise. Bref. Et puis, ils immigrent à Montréal, hein, Montréal-Nord. Donc, on voit un petit peu là, son vécu dans Montréal, un petit peu plus défavorisé, on va dire, dans une famille d'immigrants et son père qui les quitte aussi dans un assez jeune âge, donc il retourne lui
au pays. C'était un homme aussi très violent et alcoolique, donc sa mère finalement travaille, c'est ce qu'il a décrit aussi, sa mère travaille quelque chose comme 3 emplois pour faire survenir à sa famille, donc de mémoire elle a un frère aussi. Donc c'est un petit peu ça, on voit sa vie, mais ce qui aurait pu être une histoire vraiment tragique et triste et ouais c'est ça que ça aurait pu mal virer comme histoire, mais c'était raconté d'une façon tellement, je vais pas dire drôle, mais humoristique, donc vraiment très léger au final. Donc c'était vraiment une belle lecture. Je le recommande vraiment. Donc Marianne Amazon, Marianne. Ça me fait un peu penser en fait à Là où je me terre, mais un petit peu plus léger, je dirais. Donc si c'est votre type de lecture, je vous le recommande. En passant ici, parce que vu que c'est mon premier podcast, je lis beaucoup de romans, des petits, des gros, ça dépend qu'est-ce qui me tente. Et je lis beaucoup de québécois, donc beaucoup de québécois, quelques romans étrangers, donc ça va vraiment dépendre de quel genre d'histoire qui m'intéresse, mais vraiment plus local en termes de lecture. Et je lis aussi quelques BD romans illustrés, donc je vais vous montrer ça un petit peu tantôt. En fait, c'est vraiment tout récent, je ne lisais pas vraiment ça avant, mais j'ai commencé à écouter des podcasts, en fait, de lecture, puis c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis mis à avoir le goût de la lecture. En fait, ça a toujours été en moi, si je vous raconte un peu mon historique lecture, vu que c'est le premier épisode. Donc, j'ai vraiment toujours aimé la lecture quand j'étais jeune. J'adorais ça. J'ai toujours aimé l'école. Ça fait comme partie de moi. Même quand j'étais au secondaire, vraiment à la récré, là, moi, je lisais des livres. Je préférais lire des livres que de parler avec les gens. Donc, j'ai toujours été un petit peu introvertie dans ce sens-là. Mais j'ai vraiment aimé la lecture là, dès mon plus jeune âge. Et au cégep aussi, j'ai vraiment beaucoup lu. Mes cours de littérature, c'était vraiment mes cours préférés. J'aimais pas tant la rédaction en tant que telle, mais j'aimais tellement faire des rapports de lecture et tout. Écrire de la poésie aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai d'ailleurs gagné un concours avec un poème que j'ai écrit. Je pourrais peut-être vous le lire un jour et vous raconter cette histoire, parce que là, je vous ferai pas ça là, ça va être trop un long épisode. Et sinon, rendu à l'âge adulte, j'ai continué à lire, mais un petit peu délaissé. Bon, délaissé. Je lisais beaucoup moins. Hein, je lisais peut-être une dizaine de romans par année. Quand je me suis mis à travailler et tout. Et depuis que j'ai ma fille, ben c'est ça, j'ai eu vraiment des up and down. Donc, je lisais beaucoup plus l'été, vraiment moins l'automne, l'hiver. Surtout depuis que j'ai repris, que j'ai commencé en fait le tricot. C'est comme si le tricot prenait toute la place. Et puis, c'est un peu dans cet esprit de délaisser un peu le tricot, ben, sans dire délaisser, mais de me laisser de l'air pour faire d'autres choses. J'ai repris la lecture et je suis comme retombée en amour vraiment avec la lecture. Et puis là, je pense que ça va être là pour rester. Et puis, je me suis mis à écouter des podcasts un petit peu plus lecture. Donc, j'ai écouté par exemple EV3, qui est une podcasteuse, youtubeuse française. Et elle lit beaucoup justement de romans et de BD illustrés. Donc, je me suis dit que ça avait l'air quand même intéressant. Et puis, je me suis mis à en lire. Et ouais, je trouve ça quand même... c'est le fun. Et ça passe vite aussi. C'est ça qui est... c'est vraiment des lectures super rapides. Bref. Donc, je suis vraiment là-dedans. Des romans québécois et un petit peu de romans illustrés. Donc, je vous présente tout ça. Avant mes vacances, j'ai lu ce livre, donc qu'on m'a également prêté, donc une amie qui me l'a prêté de sa bibliothèque. Donc c'est L'étrange odeur du safran de Mélina Babin. Donc c'est un roman qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent en 1988. Puis ça dit, voulant échapper à l'emprise de son oncle et de son frère jumeau, Neil met le cap sur le bic. Cette fille mal léchée que Renard a demi-apprivoisée suit comme une ombre. Il fera la rencontre de Jacob, un restaurateur séropositif mêlé à un trafic de safran.
pendant ce temps en Inde, Amar s'apprête à participer à sa première récolte d'or rouge alors que sa sœur Alaka, honteuse, tente de dissimuler ses règles. Donc, c'est vraiment un sujet qui tourne beaucoup autour, je dirais, du sida, du sang. Ouais, on suit quand même l'histoire, en fait, comment il s'appelle? Jacob, ouais. Donc, Jacob, c'est lui qui a le sida et qui travaille dans un restaurant. En fait, de mémoire, le restaurant lui appartient ou il est chef, quelque chose comme ça. Et il travaille donc dans ce restaurant-là et on suit un petit peu son histoire de pourquoi il a le sida, de sa rencontre avec le personnage de Neil qui, elle, s'est fait abandonner par sa mère et bon, son père, je pense qu'il est juste pas dans l'histoire. Et puis elle a un frère jumeau qui est violent, puis elle se sort d'une situation familiale assez difficile. Et son oncle aussi part à sa recherche et son oncle est aussi violent. Donc elle essaye de fuir finalement cette situation-là. Et on suit un petit peu sa fuite. Et on voit un peu sa débrouillardise à travers toutes les embûches qui se présentent à elle. Et puis justement, elle rencontre Jacob, le personnage qui est sur son lit de mort. Il n'est pas encore sur son lit de mort, mais qui s'en va vers son lit de mort. Parce que dans les années 80, on se souvient que le sida commençait à faire son apparition. Et c'était pas nécessairement... en fait, t'avais aucune chance de t'en sortir là, à cette époque-là. Et donc, on suit, c'est ça un petit peu l'histoire des deux, de leur rencontre. C'est assez particulier là, comme lecture. Le sujet est... Ouais, c'est pas un sujet qu'on voit souvent, on va dire. C'est vraiment assez particulier. Et à côté de ça, on voit aussi quelques brides. Là, tu sais, quand il parle de l'histoire en Inde, c'est très léger, là, je dirais que c'est peut-être 2-3 chapitres, donc ça fait pas partie tant que ça de l'histoire, mais on voit comme à côté un peu l'histoire du safran. Et pourquoi on voit l'histoire du safran, c'est que Jacob, lui, entre-temps, pense à voler en fait une safranière, qu'on dit? En fait, une récolte de safran dans le coin, là, justement, de la Gaspésie, du Bic, de la Gaspésie, je pense. Bon, enfin, on se bout là. De voler un camion de safran parce que ça vaut quand même son pesant d'or pour pouvoir justement se payer ses médicaments parce qu'il y avait seulement, je pense, un médicament qui existait pour le sida qui était, je crois, non légal peut-être à cette époque-là de mémoire dans le livre ou du moins non disponible au Canada. Là. Donc c'est un petit peu ça l'histoire. Je lui mettrais peut-être une note de 3.8 sur 5. Je veux dire, c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas chamboulée, nécessairement. Je me suis semi-attachée au personnage. C'était quand même bon, mais c'était pas la lecture du siècle. Puis la fin, moi, je pense que je m'en souviens même pas trop, mais j'avais été un peu... sur la fin. Mais ça pourrait quand même vous intéresser, là. C'est un sujet qui est assez particulier. C'est quand même une belle plume. C'est juste que... Je sais pas. Pour moi, il y avait un petit quelque chose qui me manquait. Là. Ça m'a pas foudroyé comme histoire. Donc ça, j'ai lu ça avant de quitter pour les vacances. En même temps que mon petit Eddie de 90 ans. Pour mes lectures de vacances, donc j'ai lu Montréal-Nord. J'ai lu 2 autres romans. Puis après, c'est toutes des BD romans illustrés. Donc, je vais vous parler des romans. Puis après ça, je vais vous parler plutôt des BD là, illustrés que j'ai lus. Donc, j'ai lu Elle reviendra pas, Camille. Donc, ça, vraiment, j'ai adoré. Et je vous le recommande, là, vraiment, vraiment. Si vous aimez, en fait, les lectures un peu humoristiques, là, ouais, moi j'aime ça des fois, les lectures plus légères. Autant que je peux aimer une lecture très dark, très gore, très profonde. Des fois c'est le fun, surtout l'été, là, je suis plus en mode lecture légère et qui me fait un peu rire. Donc c'est vraiment ce que c'était. Donc premièrement, c'est un livre de Guillaume Pinault, qui est d'ailleurs humoriste. Et c'est son premier livre, si je ne me trompe pas.
Et c'est le journal d'un amoureux qui dit un peu niaiseux. Donc, c'est carrément ça. Alors, on part de ses premières amourettes, donc quand il avait peut-être 7-8 ans, 6 ans en fait. Jusqu'à ses amours d'aujourd'hui, on passe sur toutes les relations qu'il a vécues, mais d'une façon totalement légère, humoristique, avec une certaine sensibilité. Vraiment, Guillaume, c'est une personne qui est très sensible et qui est très amoureux, là, tu sais, très... j'ai l'impression que les relations le touchent, mais on voit aussi tous ces petits déambules, ces petites erreurs dans ses relations, toutes les erreurs qu'il a pu faire. Puis bon, tu sais, quand t'as 16 ans puis que t'es un peu nono, que tu niaises aussi un peu des filles. Donc on voit un petit peu de tout ça. On voit aussi son cœur qui s'est fait briser, donc Camille, donc elle reviendra pas Camille, c'est ça, il s'est fait laisser par Camille, mais on voit aussi que certaines relations se sont terminées à cause de son immaturité du moment. C'est sûr qu'on évolue à 16 ans, on n'est pas vraiment ce qui est le plus mature au niveau relationnel. Donc on suit vraiment tout ça. Et je dirais, l'histoire en tant que telle, j'ai rien à vous dire de si... comment dire, c'est pas... c'est vraiment ses amours à travers sa vie, donc j'ai rien vraiment à vous ajouter de plus. Il y a certains petits passages, par contre, qui m'ont fait vraiment... que j'ai noté, donc je pourrais vous les dire. Et on suit vraiment les petits chapitres. C'est vraiment comme chaque section, chaque histoire de sa vie. Donc, c'est comme chaque chapitre, c'est une des filles. Donc, là, comme par exemple, ça serait Stella. Et puis, on suit là, vraiment la fille. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que vous allez voir vraiment le lettrage change là, selon ce qui se dit dans le texte. J'ai vraiment adoré. Il y a la couleur aussi. Il y a des dessins. Donc, c'est très rythmé comme lecture. Ça se lit vraiment tout seul. J'ai vraiment adoré. 3 petits passages au hasard qui m'ont fait bien rire. Donc, on a ici une petite image d'un pick-up avec un petit cœur. Et ça dit dans chaque cœur, il y a une petite porte de pick-up. Puis j'ai vraiment juste trouvé ça super mignon. Ensuite, il parle des punaises de lit. Donc, comme quoi qu'il y avait des punaises de lit dans son appartement et tout. Puis là, c'est écrit des fucking punaises de lit. Puis ça, il dit, si tu me donnes le choix entre dealer avec des punaises de lit ou me faire tromper à nouveau, j'y penserais crissement longtemps. Sinon, il parle de sa grand-mère, de son histoire avec ses grands-parents finalement qui se sont aimés vraiment longtemps et tout. Puis, elle parle de sa grand-mère qui est sur son... Il parle de sa grand-mère qui est sur son lit de mort. Puis là, ça dit... un petit bol de spaghetti. Non, un sandwich au poulet. Puis ça dit, êtes-vous prêt à partir, maman? La famille qui dit ça. Puis la grand-mère a dit, mon cœur a aimé à son maximum. Je suis prête. Puis lui rajoute, je souhaite vraiment me rendre au bout de ma vie avec un cœur qui a aimé au maximum de ses capacités. Je trouve ça juste vraiment mignon. Donc voilà, juste pour donner une idée de sa plume à Guillaume Pinault. Le dernier roman que j'ai lu, encore un roman québécois, donc c'est Bébé sucré de Ariane Picard. C'est quand même un long roman, de 350 pages à peu près. Donc une bonne petite lecture, puis vous voyez j'ai des pages qui ont... je sais pas pourquoi ce livre-là, cette édition-là, mais moi les pages comme s'arrachaient tout seul. Je suis quand même délicate avec mes livres, là. Je sais pas ce qui s'est passé, là, si c'est mon livre ou si c'est les éditions de la Maison en Feu qui... C'est l'édition de la Maison en Feu. Qui font que c'est des pages... bref, je sais pas. Mais je trouvais vraiment l'histoire... je trouvais que l'histoire avait l'air intéressante. J'aimais la couverture, j'aimais tout, en fait, du livre. Donc, j'avais décidé de l'acheter, celui-là. Elle reviendra pas Camille aussi, je l'avais acheté. Donc, ça, c'est 2 livres qui sont à moi que j'avais acheté pour vraiment mes vacances. Donc, c'est l'histoire de Olive qui vit une crise existentielle à son travail et qui essaye de trouver une balance entre travail, plaisir, la vie, qui se pose vraiment beaucoup de questions. Donc, elle part en congé de maladie
de son travail parce qu'elle a une dépression. Donc, on voit au début, on suit vraiment comme la montée de sa dépression. Et ensuite de ça, elle part dans l'Ouest travailler en dessous de la table, donc parce qu'elle est sur son congé de maladie. Et elle vit plusieurs expériences. Donc, bébé sucré, d'où le titre. Donc, elle commence son travail dans l'Ouest pour expérimenter un peu l'exploitation, on va dire, féminine. Donc, je vais pas dire nécessairement sexuelle, mais kind of. Donc, si on parle de sugar daddy, elle, c'était un sugar baby, donc bébé sucré. Puis, elle voit que c'est pas trop pour elle, puis elle continue son chemin. Elle se rend jusqu'à dans un petit village, je sais pas s'ils disent. Ouais. Ils parlent pas de la ville nécessairement, mais elle finit dans une fondation qui distribue des rouleaux aux fruits, qui se veut une compagnie, si on veut, à but non lucratif pour les pauvres et tout ça, mais elle découvre une certaine supercherie là, dans cette histoire. Puis elle a de la misère à regarder ça pour elle. Puis on voit un petit peu tous ces conflits. Il y a un petit peu aussi un côté un petit peu psychologique là-dedans. Une certaine critique de la société aussi. Fait que voilà. C'était une belle lecture, mais c'est pas vraiment le genre de lecture que je relirais. Par contre, c'était pas nécessairement un hyper gros coup de cœur non plus. Mais c'était quand même une belle lecture. Qui fait aussi là, réfléchir sur le milieu du travail, puis qu'au final, il n'y a jamais rien de parfait, qu'on est pris dans une espèce d'engrenage social et qui fait en sorte que, ben ouais, on est pris à devoir travailler. Donc, c'est un petit peu, c'est ça, là, une critique de société. Donc, si c'est votre genre de lecture, c'est quand même super intéressant. On y voit plusieurs points de vue, justement, de comment que les gens vit ça. Donc, on voit par exemple un personnage au début qui était un de ses amis au travail qui, lui, ne dépense absolument rien. Donc, vu vraiment là, de façon hyper minimaliste pour pouvoir prendre sa retraite le plus tôt possible et pouvoir vivre après. Donc, il vit dans une certaine austérité pour pouvoir vivre plus tard. Tandis qu'il y en a qui ont plutôt des points de vue de vivre le moment présent à fond. Donc, on voit un petit peu là, différentes façons d'aborder le travail et la vie. Donc, ça peut vraiment être une lecture intéressante pour vous. Et ensuite, je suis vraiment allée dans des BD et romans illustrés. Donc, j'en ai 4, 5, 6 à vous parler. Donc, comme je dis, ça se lit hyper rapidement et facilement. Donc, c'est intéressant de couper avec les romans qui sont des fois un petit peu plus longs. Je vais commencer par vous parler de mon coup de cœur, vraiment de mon hyper coup de cœur de lecture BD de mes vacances. Donc, j'ai acheté cette BD-là justement quand j'étais en vacances. Donc, je l'ai acheté à Ottawa dans une librairie locale. Donc, c'est le livre Ducks, donc Two Years in the Oil Sands de Kate Beaton. Je ne sais pas s'il est traduit, possiblement. Donc, c'est un livre canadien. Donc, Kate Beaton vient du Cap-Breton. Donc, elle raconte un peu, en fait, les 2 années qu'elle a vécues dans les sables pétroliers, donc dans les usines finalement de raffinement de pétrole en Alberta. Et donc elle était proche, elle a fait je pense 3 ou 4 pétrolières dans le coin de Fort McMurray, dans ces endroits-là. Et dans son livre, elle parle de son expérience personnelle. Elle parle de son rapport au travail, parce qu'au début, on voit qu'elle vient de Cap-Breton. Donc, c'est un petit peu comment que ça se passe là-bas, à quel point il y a beaucoup d'expatriés, en fait, du Cap-Breton qui vont travailler à l'extérieur, par exemple, dans ce genre d'endroit-là pour pouvoir payer leur dette d'études. En fait, elle, c'est pour ça qu'elle fait ça, pour aller payer ses dettes d'études.
ou pour ramasser de l'argent, envoyer à leur famille ou peu importe. Parce que des régions comme Cap-Breton, le travail est très limité. Donc, plusieurs personnes doivent aller travailler à l'extérieur et ne peuvent pas rester dans leur région. C'est pas toujours un choix de partir, mais ils n'ont pas le choix à cause du travail. Et elle décrit son expérience et elle dénonce en même temps vraiment le sexisme, en fait, toute forme de misogynie, de sexisme, de rapport homme-femme, parce qu'on s'entend qu'il y a comme à peu près une femme pour 50 hommes dans ce type d'industrie-là, donc où est-ce qu'elle allait. Donc, il y avait vraiment un rapport d'infériorité en tant que femme dans le milieu. On voit tout comment qu'elle s'est sentie, parce que c'est vraiment des milieux fermés. Souvent, les hommes travaillent là 12 jours de temps pour repartir quelques jours, parfois non. Elle a vécu d'ailleurs dans un endroit où est-ce que les gens partaient pas vraiment. Et ça crée vraiment comme une espèce d'atmosphère et univers assez particulier. Surtout les hommes, ben, les femmes aussi, mais les gens travaillent des heures impossibles, des 12 heures, 14 heures de temps, dans des conditions peu favorables, dans le noir, à travailler dans du pétrole, dans de la grosse machinerie. Donc, tu sais, c'est pas vraiment des conditions hyper faciles. Donc, on suit un petit peu, là, c'est ça son expérience. Puis, je vais pas tout vous décrire non plus, là, qu'est-ce qui s'est passé là, pour elle, mais c'est vraiment ça, son expérience personnelle de femme à travers ça. Puis elle dénonce un petit peu justement le milieu. Et c'est ça, on suit sa vie là, 2 ans de temps dans cet univers toxique. Elle dénonce aussi un petit peu, légèrement, là c'est pas nécessairement le sujet principal, mais elle dénonce aussi le milieu des... ben, ce milieu-là toxique et carrément destructif pour l'environnement. Puis elle parle des peuples de Premières Nations, donc qui sont situés autour du Fort McMurray, parce que si vous ne savez pas, toutes les usines de pétrole dans ce secteur-là sont presque toutes situées à côté d'une réserve amérindienne, donc de Premières Nations. Donc voilà. Donc vraiment, coup de cœur, gros coup de cœur de lecture. C'était vraiment bien ficelé, vraiment très bon. Puis si c'est un sujet qui vous intéresse en plus, là, c'était... ouais. Puis ça, c'est quand même une bonne BD, là. Ça s'est pas lu nécessairement rapidement. Il y a quand même pas mal de textes aussi, là. Tu sais, c'est pas... Puis on prend quand même le temps d'apprécier les dessins et tout. Là, je dirais que ça m'a pris plusieurs... un bon petit 4 heures peut-être à lire. Là. Je prenais mon temps. Mais ouais, c'était pas nécessairement une BD hyper rapide. Bref, tout ça pour dire. Mais ça valait la peine, c'est excellent. Ensuite, dans les BD, je me suis acheté 2 BD. Encore une fois, en vacances, quand on était à Bromont. Donc, je suis allée visiter une petite librairie. Puis, je me suis acheté 2 BD parce que j'avais envie de... J'avais comme plus rien à lire. Puis, j'avais envie de lire quelque chose. Donc, j'ai acheté la BD de l'Orangerie. Donc, une adaptation BD du roman de Larry Tremblay. Donc, si vous avez déjà lu l'Orangerie, c'est vraiment la version BD. Donc, c'est la même histoire. Moi, j'avais déjà lu le livre. J'avais pas le livre en main, mais ça faisait longtemps. J'avais envie de... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant de relire l'histoire. Mais sous forme de BD. Puis, les dessins sont vraiment très beaux. J'adore la page ici. Et puis, personnellement, j'adore bien une BD tout en couleur. Puis ça, ben, ça se fait hyper rapidement. En fait, on n'a presque pas de texte, de grosses images. Et si vous avez déjà lu l'histoire de l'Orangerie, eh bien c'est vraiment la même chose. Donc, c'est une histoire qui est très émouvante, qui
Ouais, ben un peu dans le même style que Incendie, si vous avez déjà lu cette pièce de théâtre. Dans le sens où ça se passe dans un pays en guerre, on suit une histoire tragique avec plusieurs dénouements un peu... ouais, un peu... ben, un petit peu inattendus. Et qui sont tous tragiques. Donc, on pense finalement avoir compris quelque chose, que finalement, une autre vérité arrive, puis c'est un peu en haleine jusqu'à la fin au niveau de l'histoire. Je peux vous raconter un peu, mais je ne vais pas trop vous en dire, parce que justement, les punchs arrivent quand même assez vite dans l'histoire, puis ben c'est ça, je ne voudrais pas vous en dévoiler un. Mais c'est l'histoire des jumeaux, donc ici, qui habitent dans un orangerie. Je sais pas si ça se passe exactement dans quel pays, je sais même pas si c'est dit. Mais voilà, donc un pays en guerre, dans un orangerie. Et on suit l'histoire de deux jumeaux qui finalement, l'orangerie se fait bombarder, donc ils perdent leurs grands-parents. Et une visite inattendue arrive dans leur petite... ben, c'est pas vraiment un village, mais dans leur orangerie, finalement, pour une demande bien spéciale. Et c'est ce qu'on va suivre donc, dans l'histoire. Donc, la suite de cette demande, est-ce que ça engendre comme suite? Donc, je vais pas trop vous en dire. Mais c'est quand même une histoire qui est très connue. Je vais juste vous lire en arrière. Où est ta colère? Je ne l'entends pas. La vengeance est le nom de ton deuil. Donc, c'est ça. C'est un peu une histoire aussi qui suit la vengeance au nom de la religion. Donc, ouais. Voilà. Et je me suis aussi acheté Parfois les lacs brûlent de Geneviève Biguet. Donc, BD québécoise. Donc, ça dit « À Rivière-à-Corbeau, une légende veut que lorsque le lac Kijikun prend feu, tout ce que l'on y plonge se transforme en or. » Donc, c'est une BD qui semble plutôt légère, de type jeune adulte, mais qui se transforme rapidement. Mais je ne vais pas trop vous dire, là. Mais disons que ça escalade et que ça ne se termine pas nécessairement bien là, dans l'histoire. Donc, on suit une gang d'ados, comme c'est ici, qui veulent se rendre au lac pour y plonger des objets pour tester la théorie de la légende, en fait, de voir si les objets se transforment en or. Donc, ils font la randonnée à travers là, la boucane et tout, pour se rendre finalement au lac. Et on voit un petit peu la personnalité des jeunes et tout. Et un événement se produit. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Mais j'ai vraiment aimé la lecture. Je ne sais pas à quel point, justement, c'est classé jeune adulte parce que c'est quand même... ouais, ben, je dirais peut-être 14 ans et plus, là. Mais vraiment, je recommande. C'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai fait 3 locations de BD à la bibliothèque. Donc, j'ai commencé par lire Les Ananas de la colère. Donc, par Caton, édition Papa. Donc, ça, encore une fois, c'est une BD québécoise. Ça se passe à Trois-Rivières, dans le quartier hawaïen. Le quartier n'existe pas dans la vraie vie. Imaginez-vous pas qu'il y a ça à Trois-Rivières. Mais c'est super bon, en fait. Et puis, c'est une petite lecture vraiment hyper rapide. Puis, les dessins sont quand même mignons. Donc, c'est l'histoire d'un meurtre, en fait, de cette jeune fille ici qui tripe sur les romans un peu policiers et qui découvre sa voisine morte et qui tente d'enquêter sur ce dit meurtre. Et le petit policier, en fait, se fout là, complètement du meurtre. En fait, pense pas que c'est un meurtre, puis bon, trop bu de... Elle fait une intolérance au jus d'ananas parce qu'en fait, elle découvre là, vraiment
du jus d'ananas dans l'entrée. Puis ce que j'ai aimé, c'est vraiment la thématique en fait hawaïenne. Là, si vous aimez ça se retrouve tout au long. C'est vraiment adorable. Puis c'est ça, on suit en fait des histoires de meurtre et qu'elle tente de résoudre. Donc voilà. Puis thématique d'ananas et de Hawaï là, partout dans le roman. C'est vraiment, vraiment super. Puis c'est très drôle parce que dès qu'elle rentre dans un endroit, j'essaie de trouver une page. Ah ouais, ça fait une espèce de récapitulation du lieu en fait. Puis c'est vraiment mignon. J'ai bien aimé. Donc ça, c'était à la bibliothèque. Une autre lecture de la bibliothèque, et puis là, c'est là que j'ai vraiment été influencée par EV3 avec Un océan d'amour de Lupano Panation. Puis ça, ben, c'est carrément un roman, une BD, mais aucun texte. Donc on est vraiment dans dans de l'image seulement. Donc ça se lit, ça se regarde assez rapidement. Les dessins sont vraiment trop mignons. On est dans quelque chose de très graphique et très ludique, je dirais. Donc c'est l'histoire de petit monsieur qui part à la mer pêcher ses sardines et qui se retrouve finalement perdu en mer et que sa petite madame, son épouse, sa conjointe, tente de le retrouver. Donc c'est assez comique. Elle part à la recherche de son conjoint. Puis pour ce faire, ben, elle commence par demander l'avis d'une voyante. Donc elle part toute dans une aventure. Donc on voit vraiment les deux, leur aventure conjointe. Comment dire, pas conjointe dans le sens qu'ils sont ensemble, mais en même temps. Donc on suit vraiment son aventure à elle et son aventure à lui dans la même temporalité. Puis tous les deux vivent vraiment toutes que des histoires. Je trouvais aussi qu'il y avait une petite dénonciation sur la pêche et l'environnement et tout. J'ai trouvé ça vraiment super. Petite dénonciation aussi sur tout ce qui était réseaux sociaux. Et j'ai vraiment trouvé ça très comique. C'est vraiment très léger. J'ai bien aimé. Donc, je vous le conseille. Voulez-vous que je vous donne des notes d'ailleurs sur les livres? Parce que, bon, je peux vous le dire quand c'est un 5 sur 5 ou quand j'ai un peu moins aimé, mais je vous avouerai que j'ai toujours un peu de misère à vraiment mettre une note fixe là, sur un livre. Mais je pourrais vous faire un petit recap de combien je donnerais si jamais ça vous aide. Dernière BD que j'ai lue, je voulais lire un Chabouté. Donc, Chabouté qui est vraiment connu pour ses histoires très sombres au niveau du graphisme. Donc, j'ai lu Terre Nova. Donc, on suit vraiment des pêcheurs qui partent à la pêche à la morue. Et des meurtres se produisent sur le bateau et on tente... Bon, on tente pas vraiment de résoudre, en fait. Des meurtres se passent sur le bateau et les gens ont plutôt peur là, de ce qui se passe. Et on suit vraiment l'histoire de pêcheurs, la dure réalité aussi des pêcheurs. Parce qu'on est sur du bateau à voile, on est au début des années 1900, si je me trompe pas. Et il parle du Titanic, donc c'est après l'événement du Titanic, j'imagine. Mais on n'est pas sur du bateau à vapeur, on est vraiment dans le bateau à voile. C'est des Français, donc je pense que Chabouté il doit être français. Donc c'est des Français qui vont pêcher la morue dans le coin de Terre-Neuve pour ramener ça finalement là, en France. Je vous avouerai que j'ai quand même aimé le graphisme. J'aimerais peut-être en lire d'autres. Il y a peut-être Sorcière qui m'intéresse ou La Bête. Tu sais, il y a certains livres qui sont plutôt dans l'horreur. Je sais pas si c'est la thématique de ce livre-là, de cette BD-là. Mais j'avais un petit peu de misère. En fait, j'ai eu de la difficulté à suivre la résolution d'énigmes de la fin. En fait, j'ai pas trop compris. Il y avait trop... Faudrait peut-être que je le relise, là, mais... Il y avait comme trop d'informations. En fait, pour moi, ça n'a pas été clair. De finalement qui avait fait les meurtres. Qui, oui, mais le pourquoi n'a pas été pour moi super clair. Bon, en fait. Mais j'ai adoré les dessins et tout. Donc, c'est sûr que je vais en relire du Chabouté, mais peut-être...
c'est ça, peut-être sur un sujet qui m'intéresse plus du genre horreur. Ben, je sais pas si c'est un horreur, mais il y a comme Zoé et Pleine Lune Sorcière, la bête, qui ont l'air d'être un petit peu plus halloweenesque. Donc peut-être que je me louerai ceux-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu dans ma période de vacances, donc dans les 3, ben, ou un petit peu avant, comme je vous disais, donc dans les 3 dernières semaines, je dirais. Et je suis présentement en train de lire Les Filles de Caleb. Donc, je suis déjà rendue au chapitre 21, donc presque à la moitié du livre. Et puis ça, pour moi, c'est un gros classique lecture. J'ai lu ça au secondaire. Et je ne l'ai pas relu depuis, donc pour moi, c'était comme une façon de revivre un peu mes souvenirs d'adolescence. Et j'ai tellement adoré cette série-là que j'avais vraiment comme envie de me replonger cet été dans cet univers-là. Si vous avez jamais lu Les Filles de Caleb, c'est vraiment... c'est un univers, en fait, du Québec dans la fin du siècle, donc fin 1880, je pense que ça commence en 1896 peut-être l'histoire, je vais dire ça, 1892, et là où est-ce que je suis rendue, on est en 1900, donc on suit l'histoire de Émilie, et qui, en fait, c'est du terroir, du petit peuple, c'est ça, l'histoire de la petite vie de prairie. Donc on suit Émilie qui habite, qui est dans la section en fait de Saint-Stanislas et Saint-Tite. Donc elle suit vraiment, elle est vraiment comme entre les deux régions là, souvent, parce que sa famille habite à un endroit et elle habite à l'autre. Et on voit un petit peu son départ de sa ville natale pour aller se rendre finalement dans une petite école de rang. Donc elle enseigne et on voit un petit peu ses histoires d'amourette, ses histoires de petite vie, sa vie au quotidien, mais c'est écrit d'une façon que tu as envie d'être à cette époque-là, puis de vivre à la chandelle et d'aller ramasser ta petite classe et de faire des petits travaux manuels du jour. Je sais pas, c'est tellement pittoresque un peu comme lecture, c'est vraiment... ouais, moi j'adore. Si vous aimez vous plonger dans une époque plus, c'est ça, plus simple, c'est vraiment une bonne lecture. Puis c'est vraiment, comme je dis, un grand classique. Donc là, je lis Les Filles de Caleb, donc le chant du coq, on suit Émilie. Je l'ai acheté, ce livre-là, en ressourcerie. En fait, j'ai acheté la trilogie là, en ressourcerie parce qu'on suit d'abord Émilie et ensuite on suit Blanche, sa fille. Et j'adore Émilie, mais j'ai vraiment hâte de suivre Blanche parce que c'est mon préféré. Donc, préféré livre. Blanche est mon personnage préféré. Donc Blanche, c'est... Je pense pas que c'est l'aîné. Je me souviens plus dans quel ordre de la famille parce qu'Émilie se retrouve à avoir plusieurs enfants. Mais Blanche, elle, c'est un personnage qui finalement va devenir... ben, je pense pas que c'était infirmière dans le temps. Il y avait peut-être un autre terme. Je sais pas ce serait quoi le terme exactement parce que je pense pas que c'est des infirmières nécessairement. Mais bref, dans la santé. Et qui se retrouve à aller dans ma région natale, donc l'Abitibi. Qui s'en va dans les premières, là, dans le temps que ça commençait finalement à se construire. Donc, elle est vraiment là avec les défricheurs là, de forêt. C'est tellement bon. Donc, j'ai hâte de le lire. Mais celui-là, on est vraiment plus dans le bout là, de Saint-Tite au niveau de l'histoire. Donc, on est plus dans une ambiance de champs et de fermiers, de cultivateurs. Et on voit sa petite histoire à elle, ses décisions de vie, ses différents choix qu'elle doit faire. Émilie, c'est un personnage qui est très entêtée, très intelligente, très débrouillarde, très persévérante, perspicace. Ouais, c'est vraiment une grande travailleuse aussi. C'est vraiment une femme qui est très forte. Donc, c'est un petit peu ça aussi. Qu'on suit dans Les Filles de Caleb, c'est le destin de femmes fortes et persévérantes, mais qui vivent des histoires parfois hors de leur contrôle, plutôt tristes, dues à
l'environnement dû à la société, dû à l'époque. Et on suit un petit peu justement leur décision de vie, parce qu'à cette époque-là, on s'entend que des choix de vie en tant que femme étaient plutôt réduits, mais c'est pas décrit d'une façon, comment dire, une critique de la société nécessairement, mais on y goûte quand même, étant donné qu'on a un rapport plus moderne à la chose. Mais c'est ça, c'est un petit peu les choix de vie difficiles de cette époque-là et les choix qui s'offraient à toi en tant que femme finalement. Donc c'est vraiment très bon. Moi, je vous le recommande vivement. J'ai d'ailleurs parti un petit club lecture, donc c'est vraiment très... écoutez, j'ai pas de questions à répondre, c'est vraiment très joyeux et simple et vraiment un rapport de lecture juste pour s'amuser. J'ai un lien Discord, en fait, si vous voulez vous y joindre, vous m'écrirez puis je vous enverrai le lien, ça me fait plaisir. Donc on est déjà quelques-unes à y participer, puis je pense que c'est une super belle lecture là, à se remettre dedans, que vous l'ayez lu adolescente ou que vous ne l'ayez jamais lu. Moi, je pense que c'est vraiment une belle lecture à faire. Et si vous êtes française et que vous voulez vous imprégner dans qu'est-ce que c'était le Québec jadis, lisez cette série, vraiment, vous ne serez pas déçus. J'ai pas dit l'auteur, là, mais c'est Arlette Couture, évidemment, qui a écrit cette série-là. Il y a également une série, série visuelle, série... pas un film, mais une série, je perds mes mots, une série à la télé, quoi. Donc, de ces romans-là. Je pense que ça suit juste Émilie et Blanche. On ne suit pas le troisième tome, en fait, est comme un ajout, j'ai l'impression, et n'a pas été publié nécessairement dans les mêmes années. Donc, la troisième histoire, on suit Élise, qui se passe plus dans les années 60, si je me trompe pas, donc 1960, qui est la fille finalement de Blanche. Donc voilà. Mais il y a une série, comme je dis, à la télé, de Émilie et de Blanche, si jamais vous n'êtes pas très lecture, mais vous voulez vous imprégner un petit peu de ce monde-là. J'ai aucune idée sur quelle plateforme ça se retrouve. Moi personnellement, je n'ai jamais écouté là, la série, j'ai plutôt lu les livres. Mais je sais que ça existe, donc si jamais c'est plus vous êtes plus du genre à écouter des choses, bien ça pourrait être une bonne option. Donc ça, c'est vraiment ma seule lecture du moment. Mais je dois aussi vous parler d'écoute. Donc j'écoute aussi des livres audio, ça m'arrive. Donc, quand j'ai envie de tricoter et de plutôt écouter quelque chose, parce que moi, ce que j'aime des livres, comme vous avez vu, c'est tout papier. Donc, moi, quand je lis, c'est vraiment, ça me prend l'expérience tactile de tenir un livre, de vraiment m'imprégner, d'être dans mon livre. Je n'aime pas avoir une tablette Kindle et j'ai essayé, puis pour moi, ça marche pas. Ça le fait pas. Donc vraiment, je lis juste papier, donc je n'ai jamais vraiment lu là, tablette Kindle en tricotant. Pour moi, ça le fait pas. Fait que si je lis, je lis. Je suis en mode lecture et je prends mon petit thé et je lis. Mais des livres audio, ça passe. Surtout quand c'est bien fait. Par exemple, chez Audio Radio-Canada, donc un distributeur canadien. Il y a vraiment comme une mise en scène, c'est presque théâtral, les écoutes, j'adore ça. Audible, souvent c'est plutôt textuel comme, comme rendu d'écoute, on peut dire. Alors que chez Audio, souvent, il y a de la musique, il y a de la mise en scène, il y a des bruits de fond. Pas tous les livres, là, ça dépend de la façon qu'ils ont été enregistrés, mais certains que j'ai écoutés, c'était ça, dont un que je viens de finir et, mon Dieu. Mais je pense que c'est mon coup de cœur d'écoute, de lecture, là, pas de lu, mais d'écoute, 2025. Vraiment, mais c'était d'une beauté à écouter. Donc, je parle du livre Prendre son souffle de Geneviève Jamel, si je ne me trompe pas. Donc, encore là, un roman québécois. Mais le rendu, l'écoute de ce livre est juste sur audio, là, est vraiment extraordinaire. Donc, premièrement, la personne qui a lu ce livre nous met là dans l'histoire. Ça a été aussi
modifié un petit peu, je crois. J'ai pas lu le livre papier, mais ce qu'elle dit au début de l'intro, c'est que je pense que ça a été modifié un petit peu pour que ça soit plus fluide au niveau du langage, que ça soit un petit peu plus, ben, sans dire jargon, mais un petit peu plus comme un parler là, traditionnel, plutôt que d'avoir l'impression vraiment d'avoir lu des livres. La personne qui interprète met comme de l'émotion, il y a de la musique, et c'est une histoire hyper touchante. Si vous voulez pleurer, écoutez ce livre audio, vraiment. Puis c'est une petite écoute de comme 3 heures et quelques, là, c'est vraiment assez rapide, mais touchant. Donc, on suit l'histoire de Anaïs et de Eden qui tombent en amour. Et en fait, pour vous résumer, là, c'est carrément l'histoire de Roméo et Juliette version maladie dégénérative. Donc, elle tombe éperdument en amour avec Eden, qui a une génétique, donc familiale. Donc, tous les enfants, en fait, dans sa famille, ils sont 3, ont une maladie dégénérative. Puis là, je me souviens pas là, du terme, là, mais écoutez. Et finalement, c'est ça, elle voit... lui, il a comme une condition qui est plus tard dans sa vie, mais tu sais, chaque personne, finalement, vit un peu la maladie différemment. Et c'est comme s'ils vivaient leur moment... qui prenaient chaque instant comme ça venait, parce qu'ils savaient que finalement la maladie allait arriver. Et puis finalement, la maladie se déclare et on voit la dégénération, la dégradation de sa maladie, hein, de tous ces symptômes qui se déclarent et tout. Puis on voit, elle, comment qu'elle vit ça à travers tout ça. Puis c'est tellement touchant. On suit vraiment tous ces états d'âme, à quel point qu'elle l'aime, mais aussi qu'elle trouve ça difficile. Puis on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le hyper sainte de l'histoire, dans le sens que elle se dit pas sainte et préposée aux bénéficiaires qui fait juste bon, moi ça me dérange pas que tu deviennes comme ça. Puis on voit à quel point ça la touche, mais aussi que ça la dégoûte, puis parce que c'est vraiment une maladie dégénérative que, écoutez, est finie, qui est carrément un légume pratiquement là. Mais oh, c'est tellement touchant. C'est, je sais pas comment plus vous le dire. Je vais pas trop vous raconter non plus les détails de l'histoire si vous voulez l'écouter, mais je vous le conseille, vraiment. Donc ça a été mon coup de cœur. Sinon, je vais aller chercher ma petite pile à lire. Pile à lire. Ouais, peut-être juste mes achats de la ressourcerie que j'ai fait dans le coin de Granby. Juste pour vous montrer un petit peu là, les livres que j'ai achetés. Ok. Donc, je suis allée à 2 ressourceries, en fait. Une à Québec et une à Granby. Et j'ai acheté tout ça. Donc, une bonne petite pile. Je me souviens plus exactement dans lequel... je vais essayer de démêler. Ok, je pense que j'ai acheté tout ça à Granby. Donc, j'ai acheté Le cigare au bord des lèvres de Hakim Gagnon. Donc, c'est un roman québécois. J'ai même pas lu, en fait, en arrière, vraiment, là, c'est quoi l'histoire. Je sais juste que Hakim Gagnon, ça fait longtemps que je veux lire, en fait, ses romans. J'ai acheté dans une librairie, donc neuf, le livre La Dèche, du même auteur. Mais là, dans celui-là, on dit « Dans une langue crue et vulnérable, le premier roman d'Hakim Gagnon est criant de vérité. On y suit les périples d'un jeune Montréalais alcoolique en mal d'amour-propre. On rit fort à plusieurs pages, même si ce qu'il vit est souvent loin d'être drôle. Surtout, on s'attache drôlement à ce personnage haut en couleur et à sa touchante quête de bonheur. » Mais je sais que ça va être vraiment mon genre de lecture. Donc, j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté Femme forêt de Anaïs Bardot-Lavalette. Donc, j'avais déjà lu un roman d'elle qui était... C'est-tu La Mer? Je me souviens plus du titre. Qui était un peu moins mon genre, c'était plutôt poétique. On était beaucoup dans l'imaginaire, dans la poésie et tout. Ça avait été moins mon style. Mais on m'a dit que ces autres livres, donc La femme qui court, je crois, puis Femme forêt, c'était plutôt plus réaliste, un peu moins là, dans sa tête et plus dans le concret. Donc, je voulais vraiment lire. Puis, tu sais, bon, quand on parle d'un livre à 3 $, je me dis, j'y perds rien si j'aime pas ça. Je le redonne, tout simplement. J'ai acheté Contour de Anne-Élisabeth Pilote. Écoutez, je ne connais pas cette autrice.
Par contre, l'édition Stanky, j'adore cette maison d'édition et souvent, je ne me trompe pas avec cette maison d'édition dans les livres. Donc ça dit, après des années de voyage et d'errance, Ellie rentre enfin au pays. Une nuit, les étoiles s'éteignent subitement, plongeant le ciel dans l'obscurité. Pour faire face à cette disparition, la narratrice tissera des liens avec sa voisine artiste et son fils et s'immiscera dans leur quotidien. Sa fascination pour la peinture, son œuvre ira en grandissant, tandis que de nouvelles questions surgiront. Qu'est-ce qui risque de disparaître lorsqu'on part trop longtemps? Comment renouer avec les siens? Pourquoi rester? À quoi s'accrocher? Donc voilà. Et je sais pas pourquoi, mais ce livre me parlait. Je trouvais que ça avait l'air très, très léger. On est dans Le goût de l'élégance de Joanne Seymour. Donc encore une fois, roman québécois. Puis le petit, même si le dessin, je le trouve un petit peu quétaine à l'arrière. Celui-là, ça va. Mais le petit texte ici m'a quand même parlé. Puis c'est un petit roman d'une centaine de pages. Un jour, tu te lèves et ton destin prend une tournure inattendue. Ta petite vie ordinaire est soudain plongée au cœur d'un tourbillon dont la beauté insoupçonnable et la puissance amoureuse t'étaient étrangères. Tu n'es plus seule, ton île que tu croyais déserte est peuplée. Bon, ça me parlait. Je me suis dit, peut-être que ça sera bon. Et une autre autrice que je ne connaissais pas, Geneviève Boudreau, La vie au dehors. Donc ça, je pense que c'est plutôt un recueil, si je ne me trompe pas. Donc, La vie au dehors est faite de 28 nouvelles brèves et dures, instants saisissants, vision mélancolique, étrange et bouleversante d'une campagne à la fois familière et cruelle. Ça me parlait. Alors, Kim, puis là, je vais déformer son nom, c'est sûr, Tiwi, je sais pas comment, mais enfin, Rue, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler de ce roman, mais je n'ai jamais lu de cette autrice. Puis là, je ne vais pas passer à côté en ressourcerie. Donc, ça parle, Rue est le récit d'une réfugiée vietnamienne, un boat people dont les souvenirs deviennent prétexte tantôt à l'amusement, tantôt au recueillement, oscillant entre le tragique et le comique, entre Saint-Gon et Granby, entre la prosaïque et le spirituel, entre les fausses morts et la vraie vie. Bien hâte de lire ça. Et j'ai acheté À train perdu de Jocelyne Saucier. Donc ça, j'avais déjà lu Quand il pleut des oiseaux ou... En fait, le titre, je m'en souviens plus trop, mais j'avais déjà lu un autre livre d'elle et j'avais vraiment aimé. Je pense qu'on va être dans un... Il pleuvait des oiseaux. Ouais, c'est ça. Ils en parlent en arrière. Donc, je pense qu'on est dans le même... dans la même plume, mais pas tout à fait dans le même univers, mais ça ressemblait un petit peu... au niveau de l'histoire, ça dit c'est sur un train qui sillonnait les régions reculées du nord de l'Ontario qui est née Gladys avec sa fratrie et les enfants de la forêt côtoyés au fil des Alpes. Elle a vécu sur les rails des années de pur ravissement, a rencontré l'amour. Quand on a connu le bonheur, il était possible de croire qu'il n'est plus possible. J'ai vraiment aimé Il pleuvait des oiseaux, donc je pense que je vais aussi aimer sa plume sur celui-là. Et à Québec, donc j'ai acheté ceux-là. Il m'en manquait un, donc c'est pour ça que j'avais l'impression que j'avais pas... voilà. La ressourcerie à Québec, je suis allée dans une à Limoilou, puis les prix étaient un petit peu plus chers qu'à Granby. À Granby, on était sur du 3 $ le livre, puis là, on est plus sur du 5-6. Donc, j'ai acheté 5 livres. Donc, le premier, c'est Après Céleste de Maude Nepveux-Villeneuve, donc encore un livre québécois. Donc, ça dit qu'après avoir perdu son bébé en cours de grossesse, Dolores se réfugie à Moreau, le village de son enfance, dans le bungalow d'à côté. Madame Labelle se remet d'une fracture en buvant du thé au milieu de son salon tiki. En face, Olivia, 8 ans, tourne en rond pendant que son père travaille entre deux parties de cartes, une vieille série policière et l'étrange apparition d'un oiseau à l'aile cassée. Elles prendront soin l'une des autres. Donc, un petit roman hyper rapide à lire, hein, d'une centaine de pages. Et je me suis acheté 2 romans de type, encore là, très court. Et de type Histoire Première Nation. Donc, on a Chasseur au harpon de Marcousy Patsouk. Donc, ça parle de... En pleine tempête de neige, un ours blanc attaque un campement innu et éviscère de nombreux chiens. Convaincus que l'animal est malade et qu'il s'en prendra de nouveau au leur, des chasseurs se lancent à sa poursuite au péril de leur vie. Puis, bon, ça a l'air de suivre
un personnage en particulier. Donc ça, c'est vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse. Et du Naomi Fontaine, j'ai déjà lu un autre livre d'elle. Oui, donc celui-là. Donc j'avais déjà lu ça, donc je me suis dit, tiens, on va essayer une nouvelle histoire. Donc ça, c'est Manikanetish. Et puis là, ça parle d'une enseignante de français en poste sur une réserve Innu de la côte nord, raconte la vie de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. J'aime toujours, en fait, j'aime vraiment beaucoup les histoires Innu et Inuit. Donc, voilà. Et j'ai acheté deux livres. Celui-là, en fait, un livre de Kevin Lambert. Donc, j'ai acheté 9. Un autre de ces livres qui est le livre sur les sentiers de neige que j'ai l'intention de lire plus cet hiver. Donc ça va être plus approprié parce que ça parle vraiment comme plus de la saison festive. Et donc celui-là, c'est les ouvriers et ouvrières de la série de Roberval sont en grève. Sous l'apparente cohésion de la lutte, on découvre rapidement les revendications plus personnelles de chacun. Ils partagent toutefois un même désir d'échapper à la misère, de se venger de leur boss. Alors que le conflit s'enlise, les lockouts que décrète Ferland révèlent en eux une rage enfouie. La folie s'empare des employés qui rejoignent la ronde infernale du beau Querelle, héros de Jean Genet, copié-collé dans ce décor québécois, élément de chaos, sable dans l'engrenage de la machine économique, hétérosexualité et patriarcale. Tout est désormais permis, ils cassent des bouteilles sur la plage, règlent leur compte à coups de batte de baseball et puis ils font bien pire. Et j'ai acheté, ça c'est vraiment parce qu'en arrière, ça m'intéressait parce qu'en toute honnêteté, je connais pas l'auteur, Suzanne Nielsen. Est-ce que c'est québécois celle-là? Je m'en souviens pas. Les mots d'Ambroise Bunowski. C'est un peu dur à lire. Puis l'auteur a gagné des prix littéraires, donc je me suis dit que, ben tiens, ça serait peut-être une bonne plume. Ça dit, le jour où j'ai failli mourir, le ciel était magnifiquement bleu. Quelques nuages s'accrochaient encore aux montagnes du North Shore, mais ils étaient loin. J'ai eu le temps de lire mon avis du décès avant que tout devienne noir. Né, tué, nerd, tué par une demi... Pourquoi né? Nerd tué par une demi-arachide. Voici une histoire tendre et souvent drôle avec d'attachants personnages. Mon Dieu, je suis capable de lire. Elle plaira aux amateurs de Scrabble, mais encore plus à ceux qui ont déjà désiré ardemment se faire accepter ou qui sont heurtés à des parents trop stricts. Ça... Je pense que ça va me faire demi-sourire, donc j'ai bien hâte de le lire. Donc voilà, c'était tous mes achats. Et donc un peu ma pile à lire. J'ai 2 livres de la bibliothèque qui me restent à lire également, je voulais juste vous les montrer. Donc j'ai loué Pigment, qui est un roman illustré, donc qui est... un livre, en fait, on suit plutôt... Est-ce que c'est de l'archéologie quand on est dans les cavernes? Je pense qu'il y a... Dans des cavernes, je sais pas trop. Je pense qu'il y a un terme plus spécifique, mais je m'en souviens pas. Mais on suit finalement des chercheurs de pigments, hein, des dessins sur les cavernes, finalement. Ça doit se passer en France. Je sais que... Je sais pas si ça se passe à l'assaut, quelque chose comme ça. J'ai pas trop lu, là. Invité par le Parc naturel régional des Causses de Quercy, je sais pas trop, dites-moi là. 7 grands noms de la bande dessinée ont investi une petite grotte championnaire pour une expérience inédite de peinture rupestre contemporaine à la manière des préhistoriques il y a 30 000 ans. Faible éclairage et pigments naturels, mais avec leur envie, leur technique et leur choix artistique d'aujourd'hui, ils se sont confrontés aux supports de la paroi calcaire qui ont influencé leur dessin. Bon, je pense que c'est plusieurs BDistes qui nous relatent des petites histoires de leur expérience dans les grottes. C'est ce que je comprends. Et j'ai lu, en fait, j'ai loué sur un petit coup de cœur. Donc, c'était dans les coups de cœur libraire bibliothèque. Donc, de François Ulrich, Fais pas tout foirer, James Baker. Donc, ça dit, James ne le sait pas encore, mais la photo qu'il est en train de prendre va la rendre brutalement et mondialement célèbre. Des 20 000 images qui s'ajoutent à la photothèque de l'humanité chaque seconde, des paysages féeriques, des chats féeriques, des fesses féeriques. C'est cette photo-là qui va se hisser à la une et enflammer l'opinion publique, car aucun cadavre n'est féerique. Faut
faux pas involontaire ou vengeance personnelle, peu importe, James s'amuse du scandale. Armé de son Kodak, de sa mauvaise foi, il nargue ses détraqueurs et tous ceux qui tentent de l'aider, ses amis, ses collègues et même son agente, la toute-puissante Queen Alysanne. Mais de la gloire arrogante à la chute rocambolesque, il n'y a qu'un pas et James adore franchir la ligne. Voilà. Donc, ça sera dans mes prochaines lectures, tout ce que je vous ai montré. Il y en a peut-être qui vont également s'ajouter. J'ai plusieurs livres aussi que je me suis fait une petite réserve de la bibliothèque pour cet automne. Donc, je pense que je vais vous faire un petit top lecture automne. Voilà. On se dit à la prochaine. Bye!